Quel est on vous a pas encore entendu, en tout cas sur GPTV, hein, sur ce conflit. Donc, est-ce que vous pouvez un peu planter le décor de tout ça, nous dire comment vous analysez la situation depuis Alors, j'ai publié un article il y a à peu près une semaine, moins d'une semaine, la semaine dernière, mercredi, sur mon compte Substack, et j'ai fait une chronique sur ma chaîne sur le sujet pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, parce que bon, c'est pas la première fois qu'il y a des tensions entre les États-Unis et l'Iran activées par Israël sous les administrations Trump. Je parle des deux administrations Trump. Et en fait, si on prend la chronologie, chaque fois qu'il y a eu des fortes tensions et un risque de guerre entre l'Iran et les États-Unis poussé par Israël, Donald Trump a organisé une sorte de une scène théâtrale. C'était le cas en juin 2019. Il avait déjà massé des forces militaires suite à la destruction d'un drone américain. Donc, il y avait déjà eu des provocations. Un, un bateau qui avait été frappé dans la mer d'Oman. Puis, donc, on a accusé l'Iran. Donc ensuite, la tension est montée. Les Américains ont envoyé un drone de reconnaissance survolant l'espace aérien iranien. Les Iraniens l'ont abattu. Et là, Donald Trump a menacé l'Iran, a dit qu'il allait frapper l'Iran, etc. Il a envoyé des forces militaires assez importantes. Donc, tout le monde pensait que l'attaque allait venir, et il a annulé l'attaque à la dernière minute. Et puis, il avait limogé John Bolton, qui était l'homme des Israéliens dans son administration. Justement parce qu'il a dit, John Bolton, si j'avais écouté John Bolton, on serait déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Puis il y a eu les de l'année dernière. L'année dernière, encore le mois de juin 2025. Alors, c'est pas très clair de ce qui s'est passé en coulisses, mais on a des retours, des bruits, des bruits très forts aux États-Unis, disant que les Israéliens ont dit aux Américains l'année dernière, hein, je parle des frappes de l'année dernière, soit vous intervenez, vous frappez les sites nucléaires iraniens, soit nous utilisons, nous, les Israéliens, l'arme atomique. C'est ce qui aurait contraint Trump à ce moment-là à frapper les sites nucléaires. Et là, encore une fois, c'était une scène théâtrale, comme je l'avais dit à l'époque. Et d'ailleurs, on a eu la confirmation plus tard, puisque Marco Rubio a dit « Nous avons prévenu les Turcs, qui ont prévenu les Iraniens. » Donc les Iraniens ont retiré l'uranium enrichi des sites nucléaires, puis il y a eu ces frappes, et puis Trump a prétendu avoir oblitéré le programme nucléaire. Et il est apparu dans la presse, notamment israélienne, que les Israéliens disaient clairement que Trump les avait pris pour des cons. Voilà. Et le programme nucléaire n'a pas été détruit, oblitéré, mais il a été à la limite retardé de 6 mois. C'est ce qu'il disait. Donc on voit bien qu'à chaque fois, il n'y a pas, du côté de Trump, un non très net aux Israéliens. On veut la guerre contre l'Iran. Jamais il a été capable de dire non. Il a été contraint de donner le change en organisant des scènes théâtrales. Là, le nouvel épisode, ce qui s'est passé, c'est que les Israéliens ont encore mis la pression. Alors Tucker Carlson est allé à la rencontre de Trump avant le déclenchement des hostilités. Oui. Et il nous a fait un petit compte-rendu en disant que Trump lui a dit « Je n'ai pas le choix ». Ça, c'est la première chose. Il a dit « Je n'ai pas le choix ». Deuxièmement, il a dit Netanyahou a appelé Trump en lui disant « Nous allons attaquer l'Iran avec ou sans vous ». Et Tucker Carlson a ajouté, ce qui vient corroborer la rumeur par rapport au chantage nucléaire, il a dit, Tucker Carlson, en gros, les Israéliens nous disent soit vous intervenez avec nous et vous modérez l'intervention, soit nous y allons seuls et ce sera extrême. Or, les Israéliens tout seuls ne peuvent pas faire grand-chose contre les Iraniens, si ce n'est utiliser l'arme atomique. Donc, il y a ce chantage-là. Du côté de Trump, ce que révèle la presse américaine que j'ai épluché justement pour pouvoir écrire mon article, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que le Pentagone
avait prévenu Trump. Durant le week-end du 21 au 22 février, il y a eu des rencontres entre les chefs du Pentagone, notamment le général en chef du Pentagone, et la Maison-Blanche, et Donald Trump. Et le Pentagone, donc le général en chef du Pentagone, a dit à Trump, nous n'avons pas l'arsenal nécessaire pour mener une véritable guerre contre l'Iran, même de moyenne durée. Et ce que disent les militaires américains, les experts, etc., les anciens militaires, c'est qu'ils disent qu'ils ont à peu près pour l'Iran 4 à 5 semaines de munitions. S'ils poursuivent, ils vont être obligés, et là on le voit parce qu'il y a des conflits maintenant dans les différents centres de commandement américains, entre le commandement américain pour le Moyen-Orient et le commandement américain pour l'Asie. Le commandement américain pour l'Asie dit en gros au commandement américain pour le Moyen-Orient, il va falloir que vous mettiez un terme à ce, en gros, je résume, à ce conflit, parce que sinon vous allez venir puiser dans nos stocks. Et donc ça, c'est vraiment problématique. Et donc, c'est ce qu'ils ont dit à Trump. Ils lui ont dit, on ne peut pas aller dans une guerre contre l'Iran parce qu'on n'a pas les moyens de maintenir la cadence. Donc, Trump est allé sachant cela. Donc, il savait très bien qu'il ne pouvait pas mener une guerre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait il a tenté un bluff, en fait. Il a tenté un bluff. C'est-à-dire qu'il a frappé un grand coup. Enfin, ils ont frappé un grand coup le 28 février. Et ils ont pensé ça, et là où il est tombé dans son propre piège, Trump, c'est qu'il a pensé que le même scénario se reproduirait, le scénario 2025, c'est-à-dire j'envoie des bombes, et puis je calme les Iraniens, et on reprend les négociations, et je contrains les Iraniens à accepter nos termes dans les négociations. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Witkoff. Witkoff avait dit, le président, donc Trump, est très curieux de savoir pourquoi les Iraniens, malgré l'armada que nous avons massée autour de l'Iran, malgré la menace qui pèse sur eux, le président est très curieux de savoir pourquoi est-ce que les Iraniens ne plient pas, c'est-à-dire n'acceptent pas toutes nos conditions, cesser l'enrichissement de l'uranium et mettre un terme à leur programme balistique. Donc il s'est dit, je vais frapper un grand coup et je vais faire plier les Iraniens. Et là, ce qui s'est passé, c'est tout le contraire. Et là, on a encore un autre élément qui corrobore cela, c'est que 24 heures après le début des hostilités, donc le 1er mars, Donald Trump demande un cessez-le-feu aux Iraniens. Oui. Et ce sont les Iraniens qui refusent. Pourquoi? En fait, donc là, je vous ai présenté les différents points de vue américains, israéliens. Mais le point de vue iranien, c'est quoi? Les Iraniens se disent, bon, en 2024, les Israéliens nous ont agressés 2 fois. D'ailleurs, à l'époque, les Israéliens voulaient entraîner l'administration Biden dans la guerre. L'administration Biden avait résisté. Ils nous ont attaqué 2 fois en 2024. Ils nous ont attaqué encore une fois en 2025, en plein milieu de négociations sur le nucléaire. Là, ils nous attaquent encore une fois au milieu des négociations. Donc, si nous, donc le point de vue des Iraniens, c'est quoi? Si nous n'en finissons pas une bonne fois pour toutes avec les Israéliens et les Américains, c'est-à-dire obtenir une victoire et une défaite cuisante pour les Israéliens et les Américains, dans 6 mois ou 1 an, ils vont revenir à la charge et nous attaquer. Donc, du point de vue iranien, il faut en finir maintenant. C'est pour ça que, si je puis dire, ils y sont allés à fond la caisse, les Iraniens, et dès le départ, ils ont frappé toutes les bases américaines et ils frappent très durement Israël, beaucoup plus durement qu'ils ne l'ont fait l'année dernière. Donc voilà en gros le tableau. Et là, Donald Trump est vraiment dans une situation catastrophique. Je crois que je l'ai déjà dit à votre micro. C'est pour ça que moi, je ne croyais pas que Trump aurait la volonté d'entrer dans une guerre contre l'Iran, parce que j'ai toujours dit, ce serait un suicide collectif. Pardon, lapsus, un suicide politique. un suicide collectif pour les Américains. Un suicide collectif, parce que je disais, et ça c'était prévisible, que les Iraniens bloqueraient le détroit d'Ormuz. Et donc, ce serait une catastrophe économique pour les États-Unis. Et donc, toutes les promesses de campagne de Trump s'envoleraient en fumée. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, d'après les bruits qui courent actuellement, donc je suis ça tous les jours, Trump essaye absolument de limiter la casse. Donc, il annonce déjà que les Iraniens se sont rendus
alors que les Iraniens ils continuent à bombarder comme des sourds. Il dit les Iraniens se sont déjà rendus, et le narratif dans les médias américains, c'est un peu de souffrance et beaucoup de gains. Donc ça, c'est le nouveau storytelling américain. C'est comme ça qu'ils présentent les choses. Donc, on a l'impression que Trump est en train d'essayer de se sortir rapidement de cette guerre catastrophique, Mhm. et là, je ne sais pas comment il va faire, en présentant cela comme une victoire. Et oui, c'est ce qu'il va chercher, bien sûr, c'est ce qu'il fera. Ils sont en train de. Alors, je sais pas comment il va réussir à faire avaler cette couleuvre, mais je ne sais pas qui va croire à ce mensonge. Mais ils ont pris quand même une sacrée raclée. Je rappelle qu'ils ont détruit, les Iraniens, 5 radars américains, donc dans les différentes bases américaines, et chaque radar coûte entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Donc ils ont rendu des Américains aveugles. Voilà, ils ont oblitéré leur base militaire. Et pour ce qui est d'Israël, pour le peu d'images qu'on a vues, c'est une catastrophe. Bon, il y a une censure militaire. Hein. Les Israéliens n'ont pas le droit de filmer ou de prendre des photos, mais quand même quelques images qui fuitent. Oui. Donc, les Iraniens sont frappés très durement. On ne va pas dire le contraire. Ils sont frappés, ils sont bombardés. Et je crois qu'il y a 1800 civils qui sont déjà morts en Iran. Mais comme le dit le colonel américain, le colonel McGregor, qui était bien placé puisqu'il a été conseiller militaire dans la première administration Trump, il a dit, le problème, c'est que nous n'avons pas d'objectif militaire. Nous n'en avons aucun. Et c'est vrai, les Américains n'en ont aucun. Ils suivent les Israéliens, qui, eux, ont un objectif. L'objectif clair des Israéliens, c'est de détruire l'Iran. C'est pas de faire tomber le régime. Ce que j'ai expliqué dans mon article. L'objectif, c'est de faire tomber l'État iranien. L'objectif avec l'Irak, c'était pas de faire tomber Saddam Hussein, c'était de détruire l'État irakien, de semer le chaos. Donc c'est ce que veulent les Israéliens. Les Américains, eux, ils n'ont pas d'objectif, puisqu'ils suivent comme ça, les Israéliens. Alors que, comme le dit McGregor, les Iraniens, eux, ils ont un objectif très simple, c'est survivre. C'est tout. Donc quand vous êtes dans cette position-là, dans une position de survie, vous êtes extrêmement dangereux parce que vous avez 2 options. Soit vous mourrez dans la défaite, soit vous encaissez des pertes, même des grosses pertes, avec la possibilité de survivre si vous menez la guerre. Donc c'est très simple. Voilà, pour résumer la situation. Oui. Alors, en creusant, ceux qui parlent d'un chantage des Israéliens vis-à-vis de Trump, est-ce que vous avez une religion sur le sujet du fait qu'il est quand même, malgré le risque en effet d'un suicide politique, qu'il soit intervenu? Est-ce qu'il y a une explication qui vous paraît tenir la corde par rapport à d'autres? Il y en a de nombreuses. Il y a plusieurs explications possibles. Déjà, il y en a une qui est très simple, c'est que les Israéliens, enfin, le lobby pro-israélien, notamment la famille Adelson, ont financé toutes les campagnes de Donald Trump, la première, la deuxième et la troisième, à chaque fois à hauteur de 100 millions de dollars. Donc il est quand même redevable, il est quand même obligé d'accepter de servir au moins en partie Israël. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est le chantage au nucléaire. Ce qui ressort de différentes sources, et là c'est confirmé par Tucker Carlson sans que Tucker Carlson ait parlé directement de nucléaire, mais il y a ce chantage au nucléaire. C'est soit nous y allons seuls et on vous entraîne dans la catastrophe, parce que de toute façon, c'est les Israéliens, ils vont seuls. Et qu'ils se retrouvent dans une situation, si dans leur folie, ils utilisent l'arme nucléaire, vous imaginez ce qui peut se passer par la suite. On peut se retrouver très rapidement entraîné dans une guerre mondiale et une guerre nucléaire. Donc il y a ce chantage-là. C'est soit vous, les Américains, vous venez avec nous et on mène une guerre conventionnelle, soit on entraîne le monde dans une catastrophe. Et ensuite, il y a une inconnue, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas exactement, parce que
Le chantage à Epstein, moi, j'y crois pas, puisque l'affaire Epstein, depuis le début, c'est Trump qui est à la manœuvre. C'est Trump qui a parlé le premier de cette affaire Epstein. On sait qu'il avait porté plainte ou qu'il s'était adressé à la police en 2006 contre Epstein. C'est sous sa première administration que le dossier Epstein explose et que Epstein est arrêté. Là encore, c'est sous son administration que ça sort. Donc je vois pas, je pense pas que ce soit cela. Moi, je vois l'influence du lobby pro-israélien, l'entourage pro-israélien dans son administration. Je vois le chantage au nucléaire, parce que de toute façon, même si les Américains n'interviennent pas avec les Israéliens, ils sont co-responsables. L'utilisation par Israël d'une arme nucléaire ou d'une autre arme, je ne sais pas, dévastatrice contre l'Iran, qui conduirait l'Iran à riposter de manière beaucoup plus massive, sans oublier le soutien de la Chine et de la Russie derrière, mettrait de toute façon, même si les Américains n'interviennent pas, dans une situation extrêmement délicate. Donc c'est ce que je vois pour l'instant, en attendant d'avoir d'autres informations. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'aspect messianique, eschatologique, armagédonesque de ceux qui, autour de Trump, justement, l'ont poussé à faire cette guerre qui est quasiment une guerre fanatique de religion. On parle des mollahs fanatiques, mais en réalité, les fanatiques aujourd'hui, il semblerait qu'ils se trouvent entre autres aux États-Unis. Oui, alors pour ce qui est de la dimension religieuse, les Israéliens, comme les évangéliques américains, les chrétiens sionistes, pensent que il faut mener le monde vers l'Armageddon pour hâter la venue du Messie. Alors la venue du Messie pour les Juifs et le retour du Christ pour les chrétiens sionistes. Donc il y a la dimension géopolitique, c'est-à-dire faire tomber les verrous qui empêchent l'expansion territoriale d'Israël pour établir le grand Israël du Nil à l'Euphrate. Je rappelle que ça fait 10 ans que j'en parle, enfin 11 ans maintenant bientôt, dans mes livres. Mon premier ouvrage porte sur ce sujet-là, paru en 2015, sur ces genèses messianiques du sionisme. Jusque-là, vous remarquerez que c'était une théorie du complot. Maintenant, la grande presse occidentale en parle. Toute la presse. Grand Israël par-ci, Grand Israël par-là. Donc maintenant, les choses sont... Voilà. Il faut juste attendre quelques années pour qu'on passe du complotisme à une information mainstream. Voilà. Évident. On présente ça comme... Oui, c'est évident, c'est... oh non, oui, on savait ça de tout temps. Bien sûr, le Grand Israël. Non, parce on s'est fait traîner dans la boue, insulté pendant des années, traité de complotiste et d'antisémite, simplement parce qu'on expliquait cela, basé sur des faits et des documents. Donc, il y a cela, la destruction de tous les verrous autour d'Israël pour établir le Grand Israël. Et puis, la phase finale, c'est la guerre de Gog et Magog, la grande guerre apocalyptique, nécessaire du point de vue des Israéliens, du point de vue des sionistes chrétiens, pour faire advenir les temps messianiques. Donc c'est s'occuper là de l'Iran, faire tomber l'Iran, ensuite faire tomber, s'attaquer à la Turquie pour la chasser de Syrie, envahir de nouveau le Sinaï égyptien, et puis la dernière phase, c'est déclencher une guerre entre les États-Unis et la Russie. Voilà le programme. Jusque-là, effectivement, ça paraissait dingue. On nous disait non, mais c'est pas possible. C'est totalement irrationnel. Ça ne concerne que des groupes fanatiques, quelques rabbins isolés. Non. Mm-hmm. Non, c'est le gouvernement israélien, c'est le lobby pro-israélien, c'est les sionistes chrétiens aux États-Unis. Non, ce sont des gens qui ont l'arme atomique, qui veulent véritablement déclencher le feu nucléaire. Qui sont prêts à l'utiliser. Oui. C'est même, je pense même c'est même pas qu'ils sont prêts, c'est qu'ils veulent déclencher une guerre nucléaire, au final. Parce que pour que Israël, parce que c'est leur projet, hein, je ne fais que parler de leur projet. Si ils veulent atteindre leur projet
leur but ultime, c'est-à-dire établir le grand Israël du Nil à l'Euphrate, faire d'Israël un hégémon régional et se débarrasser des grandes puissances qui gêneraient son expansion et son hégémonie, ils ont besoin d'une guerre nucléaire, y compris entre les États-Unis et la Russie. On voit bien que les États-Unis n'arrivent absolument plus à tenir les Israéliens, à les contenir, absolument pas. Maintenant, donc, ils ont neutralisé leur allié, qui est en fait leur vassal. Maintenant, il va falloir s'occuper des grandes puissances antagonistes qui soutiennent leurs ennemis. Donc, la Russie et la Chine qui soutient l'Iran. Il va falloir s'occuper de tout le monde. Et pour le faire, Israël ne peut pas s'attaquer, bien sûr, à la Chine et la Russie. Donc, il faut mettre en place les conditions d'une guerre frontale entre les États-Unis, la Russie et la Chine, quitte à détruire les États-Unis. On s'en fiche complètement. Mais alors, comment y arriver? Parce que le conflit en Iran, a priori, ne va pas provoquer cette escalade, sauf si il y a usage peut-être d'armes nucléaires dans le conflit iranien. Oui, à ce stade, alors ils ont plusieurs options, mais ça ne fonctionne pas. Depuis 2009, ils essaient d'organiser des révolutions colorées en Iran. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, donc, ils sont passés à la phase suivante, parce que ça fait quand même 25-30 ans qu'ils poussent les États-Unis à entrer en guerre contre l'Iran. Jusque-là, les États-Unis avaient résisté. Et l'ironie, c'est le président qui s'est fait élire sur un programme vaguement isolationniste, mais contre les interventions, qui se retrouve entraîné dans une guerre contre l'Iran, c'est-à-dire le plus gros morceau du Proche-Orient. Donc, il y a ces différentes options, et ils combinent même les deux options, c'est-à-dire révolution colorée par la guerre. C'est-à-dire qu'on va bombarder l'Iran, on va décapiter le pouvoir iranien, et puis comme par magie, il va y avoir une révolution colorée. Donc, pas vraiment par magie, puisque, on l'a vu en décembre, janvier, ils ont armé des gens en Iran et dans des combattants du Kurdistan irakien qui sont rentrés sur le territoire iranien pour provoquer un chaos, une guerre civile, en fait, comme en Syrie. Donc, c'est les deux options combinées. C'est sortez dans la rue, manifester contre le régime des ayatollahs, c'est envoyer des groupes armés, et c'est bombarder. Donc, et ils espèrent ainsi faire tomber l'État iranien. C'est ça le programme. Parce que sur le plan militaire, ils n'y arrivent pas. Ils sont obligés d'activer des mouvements de subversion interne. Mais ça non plus, ça ne fonctionne pas. Donc, l'option nucléaire, elle n'est pas sur la table aujourd'hui. Je pense que les Américains, ils veulent tout sauf ça. Donald Trump, qui serait le président de la guerre mondiale atomique, ce serait quand même... Enfin bref. En tout cas, il est en train de détruire son mandat. Voilà, tranquillement. J.D. Vance est sur la touche. On l'entend plus. Il est là pour la décoration. Tulsi Gabbard aussi sur la touche. Donc en fait, tous ceux qui représentaient le mouvement MAGA ont été mis sur la touche par les Israéliens. Voilà. Et donc tout ce que peut faire Trump maintenant, c'est essayer de sauver les murs, alors qu'il est en train d'essuyer une défaite militaire contre les Iraniens, qui sont sous embargo depuis 45 ans quand même. Voilà. Donc là, c'est une humiliation. Et puis, excusez-moi, et puis les midterms, qui vont très certainement mal se passer pour lui. Donc voilà, ce qu'on peut essayer d'éviter, c'est d'élargir la guerre. Voilà. Le problème, c'est qu'il est pris maintenant en étau entre les Iraniens et les Israéliens. Les Israéliens qui veulent aller au bout de leur folie, et les Iraniens qui veulent poursuivre une guerre d'attrition jusqu'à l'épuisement des États-Unis. Voilà. Alors, le risque, justement, de perdre les élections de mi-terme est particulièrement conséquent. Hein. Ah oui, il peut les perdre. Et puis, les démocrates peuvent très bien revenir
ce qu'ils avaient fait durant tout son premier mandat, c'est-à-dire tentative d'impeachment. Alors voilà. D'autant plus qu'il s'est lancé dans cette guerre israélienne sans l'accord du Congrès. C'est ça. Donc c'est une guerre illégale du point de vue du droit international, mais aussi du point de vue du droit américain. Donc il peut se retrouver vraiment dans la panade. Et puis bon, là, les démocrates auront beau jeu d'essayer de le destituer. Et bon, j'ai envie de dire, ça sera bien fait pour lui. Voilà. Je veux dire. Et puis son camp, J.D. Vance, bon courage. Hein. Bon courage pour les prochaines élections présidentielles. Hein. Parce que normalement, Trump et le Trumpisme était censé être le tremplin pour J.D. Vance. Absolument. Hein. Présenter un beau bilan. Et là, il va présenter quoi comme beau bilan, le vice-président des États-Unis? Une guerre contre l'Iran, des soldats américains qui rentrent dans des cercueils, qui rentrent aux États-Unis dans des cercueils. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et puis peut-être que les pertes sont beaucoup. On nous dit qu'il y a 6 soldats qui sont morts. Oui. Vu l'étendue des frappes, des bombardements iraniens, j'ai quelques doutes. Hein. Donc, vous pensez qu'un pays comme les États-Unis peuvent cacher, malgré les médias à l'affût, des pertes? Pardon, pas longtemps. Pas longtemps. Parce qu'il y a, moi je suis beaucoup hein, les vétérans et les anciens officiers supérieurs américains qui sont nombreux d'ailleurs à s'exprimer sur la chaîne de Judge Napolitano. Et il y en a un qui s'appelle Wilkinson. Alors c'est souvent des anciens de la CIA et des anciens de l'armée américaine, donc ils sont bien informés parce que comme le colonel McGregor, il est à la retraite, mais comme il le disait, il dit j'ai 2 neveux dans l'armée américaine qui sont actifs, hein, qui sont sur le terrain, donc ils sont quand même informés. Et je crois que c'est Wilkinson qui disait il a des retours des bases militaires américaines en Allemagne qui font des appels aux dons de sang. Donc il doit y avoir beaucoup de blessés en fait. Et on ne sait pas combien de blessés il y a, et le nombre de blessés nous donnerait une idée du nombre de morts. Mmh. En fait, on divise à peu près par 4 ou 5 pour avoir le nombre de morts. On divise le nombre de blessés par 4 ou 5 pour avoir le nombre de morts. Donc, non, c'est un véritable fiasco. Voilà. C'en est fini du Trump. Et alors, les bombardements sur Israël? Parce que là, la censure militaire est forte. Mais néanmoins, c'est pareil, ça finira par sortir. On a des retours, même directs. Hein. J'ai vu un témoignage d'une Israélienne qui vit à Haïfa. Elle dit c'est bien pire qu'en juin dernier, les bombardements iraniens. Ouais. Elle a dit les missiles sont plus gros, ils sont plus nombreux et bien sûr plus dévastateurs. Elle a dit on s'y attendait. Donc il s'attendait bien sûr à une réponse iranienne comme l'année dernière. Mais elle a dit on ne s'attendait pas vraiment à ça, il faut vraiment le vivre pour se rendre compte. Donc déjà, on a ce témoignage-là. On a des témoignages indirects de gens qui ont des proches, des amis qui vivent à Tel Aviv et qui disent c'est certainement exagéré, mais en disant Tel Aviv est en train de se transformer en Gaza, dans le sens où les dégâts sont extrêmement importants. J'ai vu quelques images quand même. C'est pas Gaza, faut pas exagérer, mais il y a des quartiers entiers qui sont dévastés. Et même les abris souterrains, il y a un certain nombre d'abris souterrains qui sont détruits en flammes. Mais moi, je veux bien croire ce type d'information. La question que je me pose dans ce cas-là, c'est pourquoi, alors que la guerre des 11 jours, semble-t-il, s'est achevée avec la fameuse intervention marteau de minuit là, de Trump, parce que justement, en tout cas c'est ce qu'on nous avait expliqué à l'époque, mais peut-être que les gens se sont trompés, parce que après, avec cette guerre des 11 jours, les Israéliens menaçaient d'utiliser l'arme nucléaire. Et on me dit maintenant que les dégâts occasionnés par les missiles et les bombardements iraniens sont pires que ce qu'il y a eu pendant la guerre des 11 jours. C'est pas tout à fait ça. C'est le chantage
à l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est avant la guerre, c'est-à-dire avant l'intervention de Avant les juin. 11 jours. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit à Trump, ils auraient dit à Trump, soit nous, on va attaquer et on va frapper les sites nucléaires, soit vous, les Américains, vous nous accompagnez dans cette guerre qu'on va mener, soit on va utiliser l'arme nucléaire. Ce serait ce chantage-là. Maintenant, la guerre a... Donc, Ça serait un chantage par rapport aux armes nucléaires, pas par rapport aux dégâts occasionnés par la guerre des 11 jours. Oui, non, on ne parle pas des dégâts. Les dégâts, je veux dire, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. Vous déclenchez, vous agressez un pays. Non, mais... Et ce pays répond. Vous subissez des dégâts importants. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas le droit de dire qu'il y a des dégâts importants. Parce que dire, attends, il faut dire, nous allons utiliser l'arme nucléaire parce que notre existence est en danger, parce que normalement c'est ça, on utilise l'arme nucléaire parce que l'existence de l'État est en danger, ce serait admettre publiquement une défaite. Or, il y a une censure militaire en Israël qui interdit aux Israéliens de prendre des photos, etc., et qui risque 4 à 5 ans de prison dans ce cas-là. Donc en fait, ils sont tombés dans leur propre piège. Ils déclenchent une agression, l'agressé répond, et la réponse est tellement importante qu'ils sont obligés d'imposer une censure militaire. Et en fait, le dôme de fer ne fonctionne pas. On voit quand même des bombardements. Hein. On voit les bombardements. On voit par exemple des vidéos prises par des Palestiniens. Il y a quelques faux. Il y a des images, des vidéos produites par IA, effectivement. Mais il y a énormément d'images qui circulent, de vidéos qui circulent, des bombardements iraniens. Et on verra, de toute façon, lorsqu'il y a eu la guerre des 12 jours, il a quand même fallu attendre la fin des hostilités pour commencer à avoir une idée de l'étendue des dégâts et de savoir ce que les Iraniens ont visé. Parce qu'en fait, les Israéliens n'ont pas communiqué sur ce qui a été visé. Les sites stratégiques qui ont été frappés, ils n'ont pas communiqué dessus. Donc et ce sont d'autres sources qui nous les ont apprises, notamment des sources iraniennes, puisque c'est eux qui frappent. Donc il va falloir attendre quand même que ça se tasse pour avoir une idée des dégâts. Mais d'après les témoignages des Israéliens eux-mêmes, le peu de témoignages qu'on a, c'est bien pire que durant la guerre des 12 jours. Les Iraniens frappent beaucoup plus durement. Le dôme de fer serait une passoire. Oui. Et le problème, c'est que, d'ailleurs, je crois Rubio l'a dit publiquement, il a dit les Iraniens produisent 100 missiles par mois, tandis que nous produisons 7 missiles intercepteurs par mois. Et ce que dit le Pentagone, c'est que, là c'est le Pentagone qui parle, c'est pas des spéculations de ma part, hein, je veux dire, après si quelqu'un a des informations plus précises que les généraux du Pentagone, les spécialistes du Pentagone et les anciens militaires américains, je veux bien, mais ce que dit le Pentagone, c'est que nous avons pas épuisé tous nos stocks, mais nous avons réduit très largement nos stocks, notamment l'année dernière, pour protéger Israël et pour les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens utilisent des missiles intercepteurs américains pour tenter d'intercepter les missiles russes. Oui. Et il va nous falloir 2 ans pour renflouer nos stocks. C'est ce que dit le Pentagone. C'est ce que dit le Pentagone. Et c'est pour ça qu'il y a ce conflit-là entre le CENTCOM, donc le commandement militaire américain au Proche-Orient et le commandement militaire américain en Asie. Pourquoi en Asie ? Parce que si demain la Chine veut récupérer Taïwan, eh bien, si la guerre contre l'Iran épuise tous les stocks, ils n'auront pas de quoi intercepter les éventuels missiles chinois. C'est aussi pour ça que une des raisons, mais pas seulement, parce que l'Iran est un pays stratégique très important pour les Chinois et les Russes. Les Chinois et les Russes soutiennent l'Iran. Tout comme la Chine soutient la Russie. C'est une sorte de bouclier.
Parce que si l'Iran tombe, on connaît la suite. Donc là, oui, on peut dire que c'est une guerre mondiale, puisque c'est une guerre mondiale par pays interposé, oui. Là, justement, une question du super chat de Maximilien. On va poser la question tout de suite à Youssef Indy. Ouais. La Chine et la Russie, informées de ce projet messianique, vont-elles le laisser se concrétiser? Là, concrètement, non. Ils soutiennent l'Iran. Je rappelle que même les Américains l'admettent. Ce sont les Russes qui ont fourni aux Iraniens les informations satellitaires concernant les bases militaires américaines, qui leur a permis de frapper très précisément les radars américains, etc. Donc, non, les Chinois et les Russes n'ont pas l'intention de laisser le grand Israël advenir. Non, non. C'est dans l'intérêt de personne. C'est dans l'intérêt de personne. D'avoir un chaos en Iran, comme en Irak, c'est dans l'intérêt de personne. Ni dans la région, ni pour les pays du Maghreb, ni pour les pays européens, ni pour les pays asiatiques. Ce serait une catastrophe. L'Iran est un pays qui fait 3 fois la taille de la France, avec 90 millions d'habitants. Et laisser des fous furieux, fanatiques, prendre le contrôle de tout le Proche-Orient, du Nil à l'Euphrate, c'est très dangereux pour le monde. Très dangereux. Donc personne n'a intérêt à cela. En fait, tout le monde a intérêt à un équilibre des puissances au Proche-Orient. Même ceux qui n'aiment pas l'Iran, en fait. Il ne s'agit pas d'aimer ou pas tel ou tel régime, c'est pas la question. Mais quand vous avez des fous furieux avec l'arme atomique en Israël, qui veulent établir un projet biblique, dont les frontières se trouvent dans la Genèse 15-18, il est quand même préférable d'avoir d'autres puissances régionales qui le contrebalancent. Parce qu'après l'Iran, ce sera quoi? Ils sont déjà en train de nous dire qu'il faut s'occuper de la Turquie. Que la Turquie, Naftali Bennett, l'ancien Premier ministre, a déclaré là récemment que la Turquie est le nouvel Iran. Et qu'il va falloir s'occuper de la Turquie. Voilà. Donc si vous croyez, s'il y en a qui croient qu'après l'Iran, c'est jamais fini. Ça ne s'arrête jamais. Ouais, voilà. Le Hezbollah, faut le faire tomber. Bachar el-Assad, faut le faire tomber. Saddam Hussein, faut le faire tomber. Kadhafi, il faut le faire tomber. L'État iranien, il faut le faire tomber. La Turquie, il faut la faire tomber. Le colonel Sisi, bien sûr, bientôt, le président Sisi, il va falloir le faire tomber parce qu'il faut envahir le Sinaï. Xi Jinping, il faudra le faire tomber. Poutine, il faudra le faire tomber. Faire tomber tout le monde, en fait. C'est ça leur projet. Voilà. Alors, est-ce que c'est la guerre de trop par rapport à l'Iran? On a déjà dit ça plusieurs fois. Hein. Ouais. On nous avait dit plus jamais ça, les mensonges de George W. Bush, les guerres pour Israël, les guerres néoconservatrices, c'est fini. Mais non, on voit bien que c'est pas fini. C'est pas fini. Ils continuent à mener une guerre en Ukraine contre la Russie. Donc non, c'est pas fini, parce que ça fait partie aussi des guerres néoconservatrices, et même on peut dire même des guerres messianiques. Bah oui, ceux qui ont milité pendant des années pour faire tomber la Russie, pour attaquer la Russie, sont les mêmes qui soutiennent Israël et qui soutiennent Israël. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Sauf que bon, il y a des variantes. Il y en a qui s'occupent de la Russie, d'autres qui s'occupent de l'Iran, mais ce sont les mêmes. Donc non, toutes ces guerres-là qu'on subit depuis le 11 septembre, ce sont des guerres israéliennes, y compris la guerre contre la Russie. Donc non, non, on est dans une séquence historique extrêmement dangereuse. C'est pour ça, encore une fois, qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas la lecture théologico-politique. Alors, quand vous avez des acteurs dont la référence est la Bible hébraïque, le Talmud,
ou alors des prophéties rabbiniques, parce que les prophéties, elles sont produites, il y a des prophéties rabbiniques jusqu'au XVIIIe siècle. Hein. Donc, quand vous avez des gens comme ça au pouvoir, que ce soit aux États-Unis ou en Israël, et qui ont un agenda politique calqué sur l'agenda messianique, biblique, kabbalistique, vous devez quand même prendre en compte cette donnée, cette variable. Ça fait maintenant plus de 10 ans que j'écris sur ces sujets-là. Et finalement, là, maintenant, les gens commencent à se réveiller et à parler. On parle de Grand Israël, mais il faut aller plus loin. Je les invite quand même à lire nos livres, parce que ces choses-là sont évoquées de façon très détaillée. Dans le tout premier livre, d'ailleurs, que j'ai là, la première édition, là, qui sont les symptômes 1 sur ces genèses messianiques du sionisme, vous avez tout cela. Vous avez le Grand Israël, l'origine messianique du sionisme, le projet de destruction de l'Iran. Le génocide à Gaza est annoncé dans ce livre, paru en 2015. Hein. L'épuration ethnique à Gaza est annoncée dans ce livre. Le génocide des Arabes aussi est annoncé dans ce livre. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille sur ces sujets. Puis, avec Pierre-Antoine Plaquevent, plus récemment. C'est ça. Voilà. Mais voilà, moi j'invite même les acteurs politiques. Il ne s'agit pas d'aimer ou pas ce qu'on fait ou d'aimer nos personnes, mais véritablement, il n'y a pas 36 auteurs qui travaillent sur ces sujets. Hein. Je parle dans le monde francophone. Dans le monde francophone. Et même dans le monde anglophone, hein, il n'y en a pas des masses. C'est-à-dire des auteurs qui combinent l'eschatologie, les études messianiques et la géopolitique, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Il y a dans le monde musulman quelqu'un comme le cheikh Amanon Hussein. Dans le monde francophone, il y a nous, avec Pierre-Antoine Plaquevent et Pierre Hillard et quelques autres. Et puis aux États-Unis, après le cheikh Amanon Hussein est anglophone, donc il a quand même beaucoup influencé un certain nombre d'auteurs. Maintenant, je pense aussi même il y a un auteur canadien, un professeur, un historien canadien d'origine chinoise qui commence à se faire beaucoup connaître en ce moment. Je pense que lui aussi est pas mal influencé par les travaux de cheikh Amanon Hussein. Voilà. Il faut rendre justice au cheikh Amanon Hussein qui, dès le début des années 2000, annonçait tout cela. Il y a une conférence de lui à Sydney, j'invite les spectateurs, pour ceux qui comprennent l'anglais, appelé Cheikh Amanon Hussein Sydney 2003, une conférence basée sur son livre de l'époque qui s'appelle Jérusalem in the Quran. Par exemple, il a annoncé dès 2003 le printemps arabe. Il a dit que vous allez avoir des révolutions dans les pays arabes, les États arabes tomberont avec effet domino, vous allez avoir des islamistes arrivés au pouvoir. Il dit quand les islamistes auront pris le pouvoir tout autour d'Israël, Israël lancera une grande guerre préventive d'expansion territoriale en prétextant que nous sommes en danger et nous sommes entourés par des islamistes qu'ils auront eux-mêmes mis au pouvoir. C'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Conférence de 2003. Hein. C'était il y a 23 ans. C'est ça. Donc voilà, il y a des gens qui ont fait ce travail-là. On remercie François Tollenaud pour son don d'1,19 € pour le super autocollant. Merci François. Qu'est-ce que... Alors, est-ce que... parce que là, on n'a pas encore défini, certes, les coups sont rudes pour Israël, mais peuvent-ils, avec les Américains, aller jusqu'à perdre la guerre, ou en tout cas perdre des porte-avions, perdre... de nombreux hommes se voir une partie des villes rasées, ou bien est-ce que les Américains et les Israéliens finiront par avoir la peau du régime, ou bien est-ce qu'on en arrivera à un match nul finalement, où en effet Trump habillera sa quasi-défaite en une victoire éclatante? Alors, déjà, il y a une asymétrie, dans le sens où, du point de vue iranien, la victoire, c'est la survie. Donc, si l'Iran survit, si l'État iranien survit, il aura gagné. Ouais, du point de vue israélien, du point de vue des États-Unis, c'est pas la survie qui est en cause. Quoique pour Israël, ça va être quand même compliqué. Parce que, bref.
en fait, si les Israéliens et les Américains ne font pas tomber l'État iranien, ils auront perdu. Parce que, en fait, la victoire, elle est relative aux objectifs des uns et des autres. Si votre objectif est de survivre et que vous survivez, vous avez gagné. Si l'objectif de votre ennemi est de vous tuer et qu'il n'y parvient pas, il a perdu. Donc ça, voilà. Donc, ce que je disais dans ma dernière chronique et dans mon dernier article, c'est que si les Iraniens gagnent cette guerre d'attrition, c'est-à-dire qu'ils maintiennent cette cadence-là, sachant que pour l'instant, d'après l'état-major iranien, ils n'ont utilisé pour l'instant que leurs missiles produits entre 2012 et 2014. Ils n'ont pas encore utilisé le stock produit après 2014. Donc c'est une guerre d'attrition. Donc si les Iraniens maintiennent cette cadence jusqu'à l'épuisement des stocks disponibles, voilà, jusqu'à l'épuisement des stocks de missiles disponibles, là, ils auront gagné. Donc, les Américains, c'est déjà le cas, essaient de trouver une porte de sortie rapide avant l'épuisement du stock disponible. Donc là, ce sera une défaite cuisante pour les États-Unis et Israël. Maintenant, il faudra voir quels sont les dégâts. Bon, déjà, ce que nous disent les Américains, notamment le colonel McGregor, c'est que les bases américaines dans le golfe Persique ou le golfe arabique, tout dépend du point de vue, sont inutilisables. Ils ont dit on est obligé d'utiliser notre port en Inde pour le ravitaillement. Donc déjà, les bases américaines sont détruites. Pour ce qui est d'Israël, il faudra voir quels sont les dégâts. Bon, il y a une censure militaire, mais bon, il faudra suivre quand même à Haaretz et des gens qui ne sont pas israéliens, qui ont vécu la guerre en Israël. J'ai vu par exemple le témoignage d'un Indien qui a quitté Israël et qui a raconté un petit peu ce qu'il a vu. Et il a dit c'est catastrophique en termes de dégâts. Donc on verra à ce moment-là. Mais de toute façon, on peut déjà s'attendre à des dégâts beaucoup plus étendus qu'en 2025. C'est certain. Vu le nombre de missiles qui ont été envoyés, vu les images déjà qui ont fuité, les dégâts seront extrêmement importants et il y a un coût financier à cela. Les estimations pour l'année dernière, il y avait une fourchette vraiment très très large. Hein. C'était entre 10 milliards et 500 milliards, en fonction des estimations des uns et des autres, en termes de dégâts pour Israël. Là, ça sera pire. C'est déjà pire. Donc je pense que si l'État iranien se maintient, c'est-à-dire si sur le plan politique, économique, etc., l'État iranien survit à cette guerre, il aura gagné. Il aura gagné de fait, ouais. Allons un peu maintenant sur le voisinage direct de ces pays au Moyen-Orient. Vous avez dit dernièrement, est-ce que vous pourriez résumer un petit peu votre position sur l'abandon par les États-Unis des pétromonarchies au bénéfice exclusif d'Israël? Alors ça c'est vraiment très intéressant. Je suis désolé si ça me fait sourire, mais bon, les pétromonarchies ont quand même ce qu'elles méritent. Les pétromonarchies, je rappelle quand même qu'elles ont été extrêmement actives en point de l'Arabie Saoudite et le Qatar dans la guerre contre la Libye, dans la guerre contre la Syrie. Donc, elles portent une responsabilité extrêmement lourde dans la destruction de ces pays. Donc, ils ont participé au chaos régional et au renforcement d'Israël. Voilà. La Turquie aussi, la Turquie d'Erdogan y a participé, ayant son propre agenda. Puisque bon, on peut dire la Turquie d'Erdogan a tiré les marrons du feu puisque la Syrie est devenue son protectorat. Mais maintenant qu'ils ont rempli leur besogne, les pays du Golfe et la Turquie, ils sont désignés par Israël comme ennemis. Je rappelle que l'année dernière, le 10 septembre, les Israéliens ont frappé le Qatar, Doha, pour éliminer les négociateurs du Hamas en pleine négociation entre le Hamas et les États-Unis. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le Premier ministre qatari a déclaré que c'était une attaque terroriste du gouvernement de Netanyahou, et il a dit
il s'est demandé si les déclarations de Netanyahou par rapport au remodelage du Proche-Orient ne concernaient pas, je cite, nos pays du Golfe arabique. Donc les mecs commencent à se réveiller. Hein. Encore une fois, dans mon tout premier livre paru en 2015, je parlais de cela. Je parlais du fait que l'Arabie saoudite serait au menu d'Israël dans l'étape suivante, puisque le Grand Israël, quand on regarde la carte, empiète aussi sur le territoire saoudien. Et alors les Qataris qui ont fait des promesses, donc qui avaient déjà déversé des milliards de dollars, eux les Saoudiens et les Émiratis sur les États-Unis, ont fait des promesses d'investissement massif dans les prochaines années. Les Américains laissent Israël bombarder, frapper le Qatar. Et là, eh bien, l'Iran a mis ses menaces à exécution. Avant le début des hostilités, l'Arabie saoudite, le Qatar et Oman qui joue le rôle de médiateur dans toutes ces affaires, ont appelé Donald Trump pour lui mettre la pression, pour lui dire qu'une attaque contre l'Iran serait catastrophique pour eux. Les conséquences seraient catastrophiques. Et malgré tous les milliards qu'ils ont donné aux États-Unis et l'avion offert par le Qatar à Donald Trump, ben, il ne les a pas écoutés, il a écouté les Israéliens, et il a lancé cette attaque. Et résultat des courses, l'Iran met à exécution ses menaces et frappe les bases américaines sur le sol des pétromonarchies. Et les Américains ne défendent pas les pétromonarchies, puisque dans ma dernière chronique, j'ai mis un extrait d'un officiel saoudien qui dit les Américains ne nous protègent pas, pire que cela, non seulement ils ne nous protègent pas, mais ils font de nous des cibles, puisque leurs bases sont chez nous, et ils concentrent toutes leurs forces pour protéger Israël. Voilà. Donc les pétromonarchies découvrent qu'aux yeux des Américains, ils ne sont que des Arabes comme les autres. Voilà. Donc pour des gens, je veux dire, ils croient quoi? Israël, qui a massacré des Gazaouis à tour de bras, des Palestiniens en général, et qui a commis un génocide, ils pensent vraiment qu'ils voient différemment les Arabes du Golfe? Ah non, je veux dire, ils nous l'ont dit, hein, les Israéliens, les dirigeants israéliens. Ce sont des animaux humains. Donc s'ils considèrent que les Gazaouis sont des animaux humains, bien les Saoudiens, les Qataris aussi sont des animaux humains pour eux. Voilà, donc là, ils le découvrent. Bon réveil, bon réveil aux pétromonarchies. Voilà. On remercie Boulpif pour son don de 2 €. Il semble qu'il ait oublié sa question. Qu'il pose la question, on la posera ensuite à Youssef Indy. Il n'a pas réussi à manipuler le super chat. C'est vrai que c'est pas simple. Alors n'hésitez pas, Boulpif, à poser votre question. On la posera à Youssef. Un acteur qui a un rôle important, il a envoyé des FCF, semble-t-il, à Chypre ces dernières 24 heures, c'est la Turquie. Quel va être le jeu de la Turquie dans cette affaire? Alors, la Turquie, il y a eu une déclaration récente d'Erdogan qui fait suite à la déclaration de Neftali Bennett qui a dit que la Turquie était le nouvel Iran. Donc, ça fait un moment maintenant que les Turcs ont compris qu'ils étaient les prochaines cibles des Israéliens. Et il a déclaré, nous savons que l'ennemi veut s'attaquer à nous et nous avons son remède. Bon, la Turquie à ce stade ne va pas s'investir directement dans la guerre. Ils vont observer ce qui se passe. Alors Chypre, c'est intéressant parce que les Israéliens sont bien implantés à Chypre aussi. Ils veulent en faire. Les Chypriotes disent qu'ils sont une deuxième colonie israélienne. La Turquie, je pense, va attendre de voir ce qui va se passer. D'autant plus que, dans ce cadre-là, les Israéliens aimeraient utiliser les Kurdes contre l'Iran. Kurdes qui pourront utiliser à terme aussi contre la Turquie. Donc pour l'instant, la Turquie observe, mais ne bouge pas. Par contre, ce qui est quand même curieux,
c'est que les Iraniens ont frappé la base militaire américaine qui est sur le sol turc, Mhm. et que les Turcs n'ont pas vraiment protesté. Donc je me demande si les Turcs n'ont pas donné aux Iraniens l'autorisation de frapper la base militaire américaine Ouais. sur leur sol. C'est une possibilité. J'en suis pas certain, mais c'est une possibilité. Parce que la réaction turque a été quand même très timide, disant aux Iraniens, oui, ne recommencez pas, ne faites plus cela. Donc, ce à quoi va aboutir cette guerre contre l'Iran, c'est très certainement à resserrer les liens entre l'Iran et la Turquie, qui ne sont pas des alliés à l'origine, hein, et qui étaient même directement opposés sur Mhm. le dossier syrien. Mais la Turquie a été utilisée comme voiture bélier pour faire tomber Bachar el-Assad, et maintenant qu'elle a rempli sa mission, eh bien, elle est désignée comme ennemie par Israël. Donc ça devrait Mhm. aboutir, en toute logique, hein, s'ils sont logiques et cohérents, ça devrait aboutir à un rapprochement entre l'Iran et la Turquie. Parce que maintenant, D'accord. ils ont un ennemi commun à Et suivre. on va y revenir à ce sujet. J'insère la question de Boulpif qui est la suivante. L'Iran aurait émis une fatwa pour la guerre sainte. C'est la première fois. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Indy? Alors, bon, déjà, il n'y a pas de concept de guerre sainte en islam. Euh, en fait, on confond un concept chrétien et un concept islamique. En islam, le terme, enfin, l'expression guerre sainte n'est pas utilisée. C'est harb al-muqaddasa. Et alors que souvent on parle de jihad. Le jihad, l'étymologie signifie effort. Les fuqaha, c'est-à-dire les jurisconsultes musulmans, n'utilisent jamais l'expression, à ma connaissance, de harb al-muqaddasa, guerre sainte. Donc maintenant, est-ce qu'il y a eu une fatwa qui a été émise? Moi, je ne suis pas chiite, je ne suis pas un spécialiste de l'organisation du clergé chiite en termes de fatwa, mais normalement, donc en islam sunnite, c'est le moufti qui peut émettre une fatwa, qui est un Mhm. avis juridique, et en Iran, l'ayatollah, donc le guide suprême, peut émettre des fatwas, effectivement. Mais le problème, c'est que le guide suprême est mort et que le nouveau guide suprême, je crois, a été élu hier. Et cette rumeur de fatwa iranienne précède l'élection du nouveau. Donc je ne vois pas les Du ayatollahs nouveau ou un guide. ayatollah émettre une fatwa avant l'élection Ouais. d'un nouveau guide suprême. Voilà. Donc je peux On pas être serait sûr plutôt dans la là-dessus. rumeur, donc, pour l'instant. Ouais. Oui, oui. Mais bon, de toute façon, ils ont dressé les drapeaux rouges au sommet des mosquées en Iran, qui est le symbole de la vengeance. Et de toute façon, il n'y a pas besoin de fatwa. Puisque de toute façon, comme l'a bien dit aussi récemment mon ami Édouard Husson, euh, ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui en Iran, c'est ceux qui ont en charge la guerre. Voilà. Mhm. Et ceux qui ont en Ouais. charge la guerre, ce sont les pasdaran, les gardiens de la révolution. Donc eux, ils n'ont pas besoin de fatwa pour y aller. Ils ont tué les Américains, les Israéliens ont tué le guide suprême. Donc ce sont ceux qui mènent la guerre, qui défendent le territoire iranien, qui ont le pouvoir. Voilà. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait une nouvelle fatwa qui soit émise. Voilà. Par contre, en parlant de fatwa, je Mhm. l'ai dit dès le lendemain de l'assassinat d'Ali Khamenei, j'ai dit, bah, les Israélo-Américains ont éliminé le guide suprême qui a émis Tout à une fait. fatwa en 2003 interdisant la production d'armes nucléaires. Tout à fait. Et donc, ils vont se rendre compte, très certainement, non seulement qu'ils ont tué euh, Le modérateur. modérateur, oui, qui c'était pas le plus radical des ayatollahs, et de toute façon, quoi qu'il en soit, ils ont rigidifié l'État iranien. Et ils ont donné le pouvoir, logiquement, c'est quasiment mécanique, en tuant le guide suprême et en attaquant l'Iran, ils ont de facto donné le pouvoir aux plus durs, aux plus radicaux. C'est logique. En temps de guerre,
C'est-à-dire, c'est les plus radicaux qui ont le pouvoir. Hein. Tout à fait. Alors, je vois que les questions se précipitent, donc on va continuer à poser les questions. J'essaierai de poser la mienne plus tard. Vous êtes nombreux, hein, d'ailleurs, pratiquement 9000 sur tous les réseaux ce matin, à écouter Youssef Indy. Question de François Tolno à nouveau, bon, 11,99 €. Bonjour, mais si les stocks de munitions des États-Unis s'épuisent et que leurs industries d'armement n'arrivent pas à suivre, ne serait-ce pas une occasion pour la Chine d'attaquer Taïwan? C'est peut-être entre autres la question des stocks de la faction asiatique, justement, de l'armée américaine. Oui, c'est une possibilité. Maintenant, les Chinois ne sont pas des impulsifs. Je ne sais pas s'ils vont sauter sur l'occasion dans l'immédiat, mais de toute façon, comme il faut 2 ans, d'après le Pentagone, pour recouvrer les stocks, disons que, en fait, si on se place du point de vue chinois, les Chinois ont tout intérêt à ce que cette guerre d'attrition contre l'Iran se poursuive. Donc, ils soutiennent l'Iran, parce que plus elle se poursuit et plus ils épuisent leur stock, et plus il y a de chances pour qu'ils puissent dans les stocks du commandement militaire qui s'occupe, commandement militaire américain, pour l'Asie. Et ils auront, en fait, les Chinois, une fenêtre d'à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, pour récupérer Taïwan. C'est-à-dire les 2 ans qu'il faudra aux Américains pour recouvrir les stocks. Donc, il y a cette fenêtre-là de 2 ans, possiblement. Voilà, il faudrait demander à Laurent Michelon qui est le spécialiste. Qui est spécialiste de la Chine. Moi, là, je parle en amateur sur ce dossier-là. Tout à fait. À mon avis, Michelon va expliquer que les Chinois ne veulent pas intervenir sur Taïwan, mais bon, militairement en tout cas. Alors, question de Séoul, 5 €. Selon des sources russes et chinoises, le porte-avions Abraham Lincoln est hors service. A-t-on des nouvelles? Ah oui, par rapport aux toilettes qui sont bouchées, c'est ça? Non, là je pense que oui, ou les frappes de drones ou de missiles. Oui, à part. Alors, déjà, ils avaient un problème d'évacuation des eaux usées, et maintenant ils se prennent des missiles. Ouais, alors apparemment, oui, j'ai vu passer ça. Ça n'a pas, pas eu beaucoup de commentaires là-dessus, mais il y a eu des drones, effectivement. Alors, ce que je remarque, c'est que les Iraniens ont été modérés là-dessus, parce qu'ils auraient très bien pu frapper avec des missiles puissants et couler le navire. Ils se sont contentés de drones, donc de l'endommager, de le mettre hors service. Donc on voit quand même qu'il y a... C'est pas une guerre totale, comme je peux le voir à droite, à gauche. Ça reste quand même assez... ça fait beaucoup de dégâts, hein. Ils y vont à fond, mais c'est quand même assez millimétré. Voilà. Donc oui, apparemment, voilà, ils ont 2 problèmes maintenant. Ils ont les frappes qui ont touché l'Abraham Lincoln et le problème de toilettes. Voilà. Très bien. La première puissance mondiale. Hein. Ouais. Au moins militaire. Et encore, on peut se poser des questions quand on voit la montée en puissance de la Russie. Youssef, la question que je voulais vous poser, c'est par rapport finalement à la tentation des Israélo-Américains dans la gestion du chaos en Iran, de faire appel aux Kurdes, donc ce qui pourrait d'ailleurs être un contentieux en effet avec la Turquie, faire appel aux Kurdes, essayer de faire exploser ce pays multiculturel qu'est l'Iran. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Alors, de ce que j'ai vu, pour l'instant, tous les chefs kurdes ont refusé, parce que ça fait quelques mois là qu'ils ont été trahis par les Américains qui les ont utilisés, et ils se sont fait massacrer par le gouvernement de Jolani, là. Donc ils sont pas très motivés là, les Kurdes, pour repartir et servir de chair à canon aux Israéliens et aux Américains. Donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Donald Trump, alors les Israéliens le veulent, mais Donald Trump a dit non. Je pense qu'il a dit non parce que les Kurdes lui ont dit non. Maintenant, pour ce qui est de l'Iran même, là, je renvoie à l'émission qu'on a réalisée en janvier sur ODC TV,
avec Mehmet Yildiz, qui est un spécialiste de la question kurde, et Alexandre Goudarzi, qui est un spécialiste de l'Iran. On a abordé ce sujet-là. Effectivement, il y a des éléments indépendantistes en Iran, mais c'est des éléments qui sont quand même minoritaires. Que ce soit du côté azéri ou dans le Baloutchistan, ça existe, mais ça reste minoritaire parce qu'on a quand même affaire à un vieil État. Et en plus de ça, c'est le paradoxe, c'est que sur le plan culturel, depuis la révolution de 79 en Iran, il y a eu une persianisation accélérée du territoire iranien, c'est-à-dire que la langue perse est maintenant parlée dans toutes les régions iraniennes, parce que c'est un pays multiculturel. Donc, en fait, malgré la révolution islamique, disons, parce qu'on pourrait croire de l'extérieur que c'est simplement un clergé chiite qui est au pouvoir. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Ils sont chiites, mais ils sont iraniens. L'Iran est d'abord iranien, d'une certaine façon. Dans le sens où même ceux qui ne sont pas religieux, même ceux qui sont opposés au pouvoir, restent des Perses, restent des Iraniens et restent des nationalistes. Donc cette persianisation, disons, de tout le territoire iranien a rendu beaucoup plus difficile, disons, l'éclatement du pays. Parce que même ceux qui ne sont pas perses se disent iraniens. Les Arabes d'Iran se disent iraniens. Les Azéris d'Iran se disent iraniens. Les Baloutches, et ainsi de suite. Ils sont vraiment iraniens. Donc c'est un État-nation qui fonctionne sur le plan culturel. Donc c'est plus difficile qu'avec la Syrie. La Syrie, l'État syrien est une fabrication postcoloniale. De même que l'Irak. Ce sont des fabrications, de même que le Liban. Mais l'Iran est un État plurimillénaire. C'est pas une création postcoloniale. Donc c'est beaucoup plus difficile d'abattre un vieil État comme celui-là. Donc c'est un des plus vieux pays du monde, si ce n'est le plus vieux pays du monde. Donc il y a un ciment civilisationnel. Ouais. Très bien. Encore une question, gros succès comme vendredi d'ailleurs, avec le débat entre Alex Kreiner, Édouard Husson et Thierry Messant. Beaucoup de questions du super chat. 5 €. Johnny Dupont, question pour Youssef. Les USA seraient-ils capables de débarquer en Iran avec toutes les bases foutues et la menace des drones iraniens? Non, parce que premièrement, s'ils envoient des hommes, supposons qu'ils aient les moyens d'envoyer des hommes, il faudrait qu'ils envoient des hommes en masse, 100 000, 150 000, 200 000. Or, ils n'ont plus les moyens économiques. Je veux dire, les États-Unis d'aujourd'hui sont beaucoup plus endettés, beaucoup plus fragiles économiquement que les États-Unis du début des années 2000. Donc, ça sera un problème. Ils n'ont pas 1000 milliards, ils n'ont pas des trilliards à dépenser, là, les Américains, pour une guerre. Même si le budget militaire, c'est des 1000 milliards, mais bon, le budget militaire fonctionne avec l'appareil militaro-industriel. Donc, c'est une sorte de capitalisme d'État, voilà. Alors là, envoyer, le coût serait trop important. C'est-à-dire, quand je dis qu'ils n'ont pas les moyens, le coût économique serait trop important. Le coût humain serait trop important. L'Iran, c'est pas l'Irak. Comme j'ai dit, c'est un pays de 90 millions d'habitants, avec une armée assez quand même puissante. Tout le monde fait son service militaire là-bas qui dure, je crois, 2 ans, 2 à 3 ans. Ils ont de nombreux hommes. Et si vous regardez une carte en relief de l'Iran, c'est un pays qui est imprenable. Vous avez des montagnes partout. Partout. Donc je ne vois pas trop comment les militaires américains, obèses, vont passer ces montagnes pour aller envahir. Enfin, c'est totalement infaisable. Ils ne le feront pas. Nous ne prendrons pas ce risque. Non.
qui serait un tombeau pour beaucoup d'Américains. Oui, ce serait une catastrophe pour Quand les on voit qu'ils n'ont Américains. pas. C'est-à-dire que là où on est quand même le plus surpris, et puis il est déjà 10 heures, on a passé déjà 1 h 15 ensemble, mais on va peut-être conclure. Mais quand on voit que finalement, mais on revient au début, c'est-à-dire les États-Unis n'ont pas réussi à vaincre l'Afghanistan. Alors, comme les talibans sont revenus au pouvoir quand ils sont partis, comment imaginaient-ils pouvoir gagner face à l'Iran? Bah, ils imaginaient gagner en faisant tomber le régime, parce que bon, il y a quand même une méconnaissance profonde de l'Iran, de l'histoire iranienne et du système politique iranien. En fait, ils se sont dit, on va tuer des chefs d'état-major iraniens et puis ça va aller. Donc, c'est ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ah, ça n'a pas fonctionné. Ils se sont dit, bah, tiens, si on tuait les guides suprêmes, bah, ça ferait s'effondrer l'État iranien. Et donc, ils ont tué le guide suprême et ils ont vu que l'État iranien ne s'est pas effondré. Parce qu'en fait, ils ont cru que l'Iran, c'était la Libye, vous voyez, avec Kadhafi. C'est-à-dire, vous faites tomber Kadhafi, puis bon, là, vous avez tout le système qui s'effondre, puisque Kadhafi avait mis en place tout un système d'alliance avec des tribus, etc., tenu en respect. Parce que c'était quand même un système tribal. Hein. La Libye, pareil, hein, c'est pas un État qui a 3000 ans. Or, là, on a un vieil État avec un système politique très complexe, où vous avez le clergé, mais le clergé ne gouverne pas seul, même en fait, il ne gouverne pas directement. Vous avez un parlement, vous avez le président, donc vous avez plusieurs institutions et des contre-pouvoirs à l'intérieur du système. Et en plus de cela, après la guerre de l'année dernière, les Iraniens ont pris leurs dispositions en doublant les postes, etc. Donc chaque fois qu'un haut gradé meurt, eh bien, il est tout de suite remplacé, et ainsi de suite. Donc ils se sont bercés d'illusions et ça n'a pas fonctionné. Donc ils se sont dit, voilà, on va organiser une révolution colorée. Alors ils ont frappé dur l'économie, ils ont attaqué la monnaie iranienne, c'était en décembre dernier, donc ils ont provoqué des manifestations des gens du bazar, donc les commerçants du bazar, des hommes d'affaires. Et puis, c'est là qu'ils ont envoyé des hommes armés, etc., pour profiter de l'occasion pour déclencher une guerre civile. Bon, ça n'a pas fonctionné. Et puis, ils sont passés à l'étape suivante, décapiter le pouvoir, et ça n'a pas fonctionné non plus. Voilà. Mais parce qu'ils ont des schémas... Enfin, je veux dire, c'est comme si vous preniez un pays comme la France ou l'Allemagne, vous entrez en guerre contre la France et vous vous dites, je vais tuer le président de la République et le pays va s'effondrer. Bah non. La France ne va pas s'effondrer si vous tuez le président de la République. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bah, l'État iranien, c'est la même chose, voire même plus compliqué. Donc voilà, ils sont tombés dans leur propre piège. Ça n'a pas fonctionné et le résultat, c'est qu'ils ont renforcé l'État iranien.